Alors, aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps, direction 1857, pour plonger au cœur des nouveaux contes de fées de la comtesse de Ségur. On va décortiquer ensemble la mécanique bien cachée derrière ces histoires. Ça sonne comme le début de n'importe quel conte de fées, n'est-ce pas? Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette façade classique, on n'a pas affaire à un simple divertissement. Non, non. Ces contes ont été pensés, conçus comme de véritables outils d'éducation morale. Alors, quel est ce fameux schéma moral? Eh bien, l'univers de ces contes est construit sur une base très simple, mais vraiment inébranlable. Si on est bon, on est récompensé. Si on est méchant, on est puni. Et ça ne traîne pas, hein, c'est rapide, c'est direct, sans aucune discussion possible. Et pour faire fonctionner cette machine morale, il faut des héros, mais pas n'importe lesquels. Au cœur de ces récits, on trouve des personnages qui sont, l'incarnation même de l'innocence. C'est leur bonté, leur pureté fondamentale qui va être le véritable moteur de toute l'histoire. Regardons ce tableau d'un peu plus près, parce qu'il est vraiment parlant. Il nous montre noir sur blanc le conflit central pour chaque personnage. D'un côté, on a une vertu pure, comme la gentillesse de Blondine ou l'obéissance de Rosette, et de l'autre, bam, une force qui s'y oppose directement. C'est un face-à-face systématique. Bon, avoir une vertu, c'est bien, mais encore faut-il la prouver, et c'est là que ça devient intéressant. Chaque héros va être jeté dans une situation, disons, périlleuse. Et cette situation, ce n'est pas un hasard, c'est un test. Un vrai test grandeur nature de sa vertu principale. Prenons le cas de Blondine. Son épreuve à elle, c'est la loyauté. Et comment est-elle testée? Par un perroquet malin et manipulateur qui va jouer sur sa vanité, la flatter, pour la pousser à désobéir à sa protectrice, la gentille bonne biche. Et écoutez bien comment il s'y prend. Le perroquet est d'une habileté redoutable. Il lui fait miroiter que la seule, l'unique façon de revoir son père adoré, c'est de désobéir. Il retourne complètement sa loyauté contre elle. C'est assez pervers quand on y pense. Et là, la sanction est immédiate. Pas de temps mort. À la seconde où elle désobéit, le piège se referme. C'est radical. Le masque tombe et la dure vérité éclate. C'est une illustration parfaite de ce mécanisme de cause à effet. Passons à Rosette. Son test à elle, c'est l'obéissance. Et là, l'épreuve est particulièrement cruelle, on peut le dire. Sa fée marraine lui donne un ordre. Aller au bal du roi, mais habillée avec de vulgaires haillons. On imagine l'humiliation. C'est un test de confiance et de soumission absolue. Et puis, il y a Henri. Lui, sa grande vertu, c'est son amour pour sa mère, la piété filiale. Alors, comment on teste ça? On lui impose une série de tâches, mais pas des petites tâches, des travaux monumentaux, quasi impossibles, donnés par les génies de la montagne. Et regardez-moi ces travaux, c'est complètement fou. Moissonner toute la montagne, vendanger tout le raisin, chasser tous les animaux. On n'est plus dans le défi là, on est dans l'absurde. Chaque étape est plus dingue que la précédente. Le but est clair, montrer que sa persévérance, sa vertu, ne plie jamais, même face à l'impossible. Alors on pourrait se dire, comment il va s'en sortir? Avec de la magie, bien sûr. Et c'est là que tout le système se révèle. Parce que la magie dans ces contes, elle n'arrive pas par hasard. Pas du tout. C'est un système, une mécanique de précision qui n'a qu'un seul but, appliquer le code moral, rendre la justice en somme. Prenons un exemple concret avec Henri. Il voit une grenouille en danger, menacée par un serpent. Que fait-il? Il la sauve. Un acte de bonté pure, désintéressé. Et la réaction magique? Cette même grenouille va l'aider à accomplir une de ses tâches surhumaines, la pêche. C'est du donnant-donnant, version surnaturelle. Même logique pour Rosette. Elle obéit, elle accepte l'humiliation de porter des haillons au bal. C'est son action morale. Et la réaction magique ne se fait pas attendre. Pouf! Les haillons se changent en une robe absolument somptueuse. Son obéissance est transformée en splendeur, sous les yeux de toute la cour. On a donc affaire à ce que l'on pourrait appeler une magie morale. C'est un système où tout est lié. Chaque action, bonne ou mauvaise, a une conséquence magique directe et logique en fait. La magie n'est pas là pour faire joli, elle est l'arbitre, l'exécutante de la loi morale. Bon, on a vu le côté récompense, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait le mal? La punition est tout aussi directe et logique. Pour ça, l'histoire de Gourmandinet, le page de Blondine, est un cas d'école. Alors, résumons le drame. Gourmandinet, par pure gourmandise, trahit Blandine pour avoir des bonbons. Il s'enfuit pour échapper aux conséquences, mais le destin, ou plutôt la magie morale, le rattrape. Son mulet le désarçonne et il meurt sur le coup. L'ironie est terrible. Il meurt sans même avoir pu goûter à sa récompense. C'est une leçon brutale. Alors, on en arrive au bouquet final.
Nos héros ont souffert, ils ont été testés, ils ont prouvé leur vertu. Quelle est la récompense ultime pour toute cette bonté? Et là, on ne fait pas dans la demi-mesure. Les récompenses sont extravagantes. Blondine épouse un prince, Rosette aussi, le plus convoité en plus. Henri obtient une maison magique et la santé éternelle pour sa mère et lui. On parle de mariage parfait, de bonheur éternel. Le message est clair, la vertu paie et elle paie très très bien. Et pendant que nos héros filent le parfait amour, qu'est-ce qu'il advient des méchants? De ceux qui ont mis tous ces bâtons dans les roues? Eh bien, on s'en doute, leur sort est tout aussi définitif. Ici non plus, pas de place pour l'ambiguïté. La reine jalouse, elle meurt de rage, seule dans une tour. La princesse méchante, on la marie de force à un tyran pour la corriger. Les mauvais génies, vaincus, leur pouvoir anéanti. Chaque vice, la jalousie, la cruauté, la tromperie, mène tout droit à la catastrophe. La balance de la justice est parfaitement rééquilibrée. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que ces histoires sont bien plus que de simples aventures. Ce sont en réalité de véritables manuels de morale. Chaque péripétie, chaque coup de baguette magique, tout est orchestré pour marteler une seule et unique idée. La bonté, et seulement la bonté, mène au bonheur. Et ça nous laisse avec une question. Forcément, dans notre monde actuel qui est si complexe, si plein de nuances de gris, est-ce que ce genre d'histoire, avec leur boussole morale si simple, si claire, a encore quelque chose à nous dire? Est-ce qu'on n'aurait pas parfois un peu envie de cette simplicité? Voilà, une question sur laquelle on peut réfléchir.